Monsieur le grand rabbin de France, bonjour. Haïm Corsia, vous êtes venu à Clermont-Ferrand pour donner une conférence sur le thème pour un nouveau franco-judaïsme, être juif et français aujourd'hui. Merci d'accorder un entretien à RCF. Sous une thématique dont les mots sont plutôt bienveillants, n'y a-t-il pas de votre part une forme de mise en valeur d'une situation que vous jugez préoccupante pour les Français de confession juive? Et dans ces cas-là, quel serait le danger? Il y a manifestement, et malheureusement on a pu le constater, de l'antisémitisme, mais la situation est dangereuse pour l'ensemble de la société. C'était bien le résultat de cette inquiétude générale qui a poussé plus de 4 millions de personnes dans les rues le 11 janvier dernier, à manifester le simple fait qu'on n'accepte pas tout et n'importe quoi, on ne peut pas cautionner, accepter, tolérer, justifier des assassinats, de la violence, de la haine, et moi je vois surtout de l'indifférence. Le 11 janvier, c'était la manifestation de notre refus de l'indifférence, c'est-à-dire de cette façon de dire que les uns et les autres se débrouillent entre eux tant qu'on n'est pas touché. Et il faut toujours repenser à la phrase d'un pasteur allemand qui, pendant la guerre, avait dit quand on est venu emmener les handicapés, j'ai rien dit, je n'étais pas handicapé. Quand on a emmené les communistes, j'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand on est venu emmener les juifs, j'ai rien dit, je n'étais pas juif. Et quand on est venu m'emmener, il n'y avait plus personne pour crier. Donc le principe est que si on construit une société de l'indifférence, un jour ou l'autre on en est victime. Et le 11 janvier, je crois que c'est ce que la nation a compris. On ne peut pas dire, comme j'entends parfois des journalistes le dire, ce sont des affrontements intracommunautaires quand des juifs se font agresser par tel ou tel. Ça n'existe pas intracommunautaire. J'ai jamais vu des juifs attaquer tel ou tel lieu de culte, j'ai jamais vu cela. Donc si on commence à dire ce qui arrive à côté ne nous concerne pas, un jour ou l'autre on en est victime. Y a-t-il une manière spécifique à la France d'exercer sa judaïté, comme il pourrait y en avoir une aux États-Unis ou pourquoi pas même en Espagne? Il y a quelque chose qui est propre au génie de la France. Si c'est un rabbin français qui a interprété à la fois la Bible et le Talmud, Rachi, qui vivait à Troyes, en 1040 à 1105, c'est parce qu'il y a un génie partagé de la langue entre le judaïsme et le français. Vous ne pouvez pas être un rabbin espagnol, un rabbin allemand, un rabbin d'ailleurs. Maintenant, le judaïsme en Amérique, il a sa spécificité. Le judaïsme en Espagne, vous en parlez, il a sa spécificité et son histoire. Mais le judaïsme français, il a une sorte de conjonction parfaite entre les valeurs du pays et les valeurs de notre religion. Par exemple, la laïcité, c'est exactement la convergence qu'on a avec l'idée que l'État est neutre. C'est-à-dire que l'État n'a pas une religion et n'impose pas aux uns aux autres d'être plus citoyens parce qu'ils ont telle ou telle religion. C'est ça, la laïcité, c'est la neutralité de l'État. Mais ce n'est pas l'oblitération radicale du fait religieux dans la société. Donc Ce que d'aucuns prônent même. Il y a une grande différence entre l'athéisme, voire le rejet des religions, et la laïcité. Même si l'athéisme, j'ai entendu une conférence de André Comte-Sponville la semaine dernière à l'Institut de France, son athéisme est tellement humaniste qu'il en est magnifique et qu'il laisse de la place à la possibilité de croire ou de ne pas croire. Mais quand je vois une volonté d'interdire, de bannir le fait religieux ou la religion de certains, c'est pas la laïcité à la française. Il y a une convergence de vues entre l'idée qu'on peut se faire d'un État qui reste neutre et qui laisse à chacun la possibilité de pratiquer dans la mesure où sa pratique contribue au bien public et le fait d'interdire toute manifestation religieuse. Alors, si on vous écoute bien, Monsieur Corsia, pensez-vous que la manière d'exercer sa religion à la lumière du pays dans lequel on vit peut se poser aussi pour les catholiques, pour les musulmans, donc en fait pour tous les croyants? Je pense que le catholicisme en Italie ne se vit pas de la même façon que le catholicisme en France. Et il ne se vit pas de la même façon que le christianisme en Angleterre, vous savez très bien. Mais est-ce que dans ces cas-là, ce n'est pas dire que les nationalités seraient supérieures aux religions? Non, elles nous formatent. Je crois que parce que je partage avec un Français non juif Voltaire, Victor Hugo et du Bellay, j'aurai des affinités que Weber appellerait des affinités électives avec un Français non juif, probablement plus qu'avec un Ouzbek juif, avec qui j'aurai d'autres types d'affinités, parce qu'on se retrouvera à la synagogue, on priera de la même façon. Mais comme un catholique pourra prier en latin avec un Ouzbek catholique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura d'autres types de proximité. Ce qui compte, c'est qu'on a effectivement une façon de vivre notre foi, quelle qu'elle soit en France, de manière tout à fait particulière en France. Tous mes amis catholiques me confirment qu'il y a une façon typiquement française d'être catholique dans ce rapport à l'État, dans ce rapport à la collectivité nationale.
Mais dire cela, est-ce que ce n'est pas d'abord témoigner de la supériorité des nationalités sur les religions? Non, pas du tout. Quand on parle de communautarisme, ça veut rien dire. On prie ensemble, parce qu'on prie de la même façon, on prie le même Dieu dans la même religion. Mais ce moment en communauté ne nous coupe pas de la seule communauté qui existe en France, qui est la communauté nationale. Nos concitoyens catholiques sont ensemble le dimanche à la messe, et ils ne sont pas exclusivement entre catholiques. Dans la semaine, nous vivons tous ensemble. Même chose avec nos concitoyens musulmans qui sont à la mosquée le vendredi, même chose avec nos concitoyens protestants qui sont au temple le dimanche, et même chose avec nos concitoyens athées qui sont dans aucun lieu de culte, et avec qui on se retrouve, si ce n'est au stade, au moins dans la vie de tous les jours. Donc la différence entre communautarisme et la communauté nationale, c'est l'exclusivité de cette vision. En France, il y a une communauté qui est la communauté nationale. Et quand on vit quelque chose, que ce soit d'ailleurs religieux ou autrement, je pense qu'il y a plus d'antagonisme entre un supporter de Paris Saint-Germain et un supporter de l'OM qu'entre un catholique et un juif ou d'autres religions. L'antagonisme, c'est comme si ce que je vis là est incompatible avec ce que tu es. Heureusement, dans nos cultes en France, c'est absolument nulle part le cas. Et la meilleure des preuves, c'est la prière pour la République que nous récitons dans les synagogues. Suite aux attentats du début d'année, auxquels vous faisiez allusion au début de notre entretien sur RCF à travers cette interview croisée radio-vidéo, le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures de protection, notamment des lieux de culte juifs. Est-ce que c'est la mesure qu'attendait votre communauté? La première des choses pour un État, c'est de défendre, de protéger ses citoyens. Donc c'est ce que l'État a fait de manière ferme, extraordinaire, 10 500 hommes en 3 jours mis en place. Après, on a adapté le dispositif pour qu'il puisse être pérennisé. On a évidemment aussi été très sensible aux annonces faites par le Premier ministre sur la formation, l'éducation, sur un plan triennal de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc il y a des moyens maintenant mis en place, avec notamment la création d'un délégué interministériel. Ça veut dire quelqu'un qui va mettre en harmonie les politiques faites par le ministère de la Justice, de l'Intérieur, de l'Éducation, de la ville. Voilà, il y a des choses à faire et on ne peut pas simplement dire c'est comme ça, il n'y a rien à faire, comme j'ai entendu quelqu'un l'écrire dans le Nouvel Obs récemment, en créant et en lançant un grand débat national comme seul en France on sait les faire. La France est un pays de liberté, le pays des libertés d'expression, d'opinion, de religion. Est-ce que ça signifie, ce que l'on vit, signifie-t-il que la France est en totale mutation culturelle, intellectuelle? Non, sûrement pas, il n'y a pas ce type de mutation. On reste très attaché à la liberté, sauf que la liberté n'interdit pas d'être vigilant. On voit bien que tout le monde risque d'être touché, parce que c'est notre société qui inquiète les méchants. Notre société est une société de liberté, de choix, de libre choix, où rien ne nous est imposé. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui est antinomique avec un type de société où des diktats viendraient d'en haut ou d'en bas. Et donc, c'est l'ensemble de la société, du corps social qui doit se protéger, se défendre. En fait, il faudrait qu'on soit chacun, comme le dit la Bible, gardien de notre frère. Chacun responsable de l'autre, dans la mesure où, oui, on abandonnerait une partie de notre innocence, mais en même temps, on serait plus concernés, plus responsables les uns des autres. Haïm Corsia, vous êtes en train de faire un tour de France dans lequel vous parlez de cette franco-judaïté. Quel est l'accueil, quel accueil vous est réservé au-delà de la communauté juive? Je vois ce que vous voyez, ce qu'on voit tous. C'est-à-dire, je vois à la fois de l'inquiétude, je vois aussi une sorte de question, qu'est-ce que sera notre avenir? Et je vois aussi une sorte de grand ras-le-bol, des petits chicayas qui semblent être notre spécialité en France. On est en train de s'étriper là maintenant sur une question de programme. Tout le monde dit qu'il faut faire quelque chose, et le ministère fait quelque chose. Moi, je ne vais pas dire c'est bien ou pas bien. Je vois qu'en tout cas, il tente quelque chose qui paraît être posé, réfléchi, basé sur des études, etc. Et on ne laisse pas faire les choses. Prenons un exemple aussi violent d'ailleurs, si ce n'est pire, les lois sur la fin de vie. On avait un texte extraordinaire, voté à l'unanimité, mais pas voté à l'unanimité parce que personne ne savait quoi en penser. Voté à l'unanimité, ce texte ça s'appelle la loi Leonetti, qui avait expliqué, voté à l'unanimité, après un long débat, une explication, un grand travail préparatoire, explication. Ce texte dit en résumé, personne ne doit souffrir, personne. Il faut faire ce qu'il faut pour empêcher la souffrance, mais personne ne doit être tué. Que la mort vienne comme quelque chose de collatéral à ce qu'on veut, qui est de ne pas faire souffrir, c'est pas impensable. Mais personne ne doit être victime d'un acte qui pousse à tuer.
on remet les choses encore sur la table, alors qu'on n'a même pas établi le plan qui consistait à mettre en place des lits pour les soins palliatifs, qu'on devrait d'ailleurs appeler des soins d'accompagnement. Donc on voit bien comment on adore en France nous étriper les uns les autres sur des concepts éloignés de la vie quotidienne. C'est ce que je ressens, j'ai le sentiment que partout en France, les gens attendent une sorte de réveil des responsabilités individuelles. D'ailleurs, vous voyez bien une sorte de côté très désabusé par rapport à la politique et en même temps un grand attachement au maire, au conseiller général, enfin au départemental maintenant, c'est-à-dire à un besoin de proximité, de prise en compte des besoins, des problèmes. Bon, maintenant, notre spécificité en France, c'est un côté un peu irrationnel des attentes et des besoins. Je le vois aussi dans la communauté juive. En fait, on reste profondément français, c'est ce qui est rassurant dans mon Tour de France. Voilà. Haïm Corsia, merci.